Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition de Scène de presse du 31 août 2025. Les candidats à l'élection présidentielle donnent toute la maturité aux idées et programmes qu'ils proposent sur le marché politique le 12 octobre prochain. On les a suivis cette semaine à travers des prises de parole, les meetings ou la publication des contenus dans l'espace virtuel. Les listes électorales sont disponibles pour vérification auprès des antennes communales d'Elections Cameroun, via son site internet également. Les électeurs et partis politiques ont jusqu'au 10 septembre pour consulter les dites listes et saisir le cas échéant les instances compétentes pour des omissions ou irrégularités constatées. Mais cette semaine, dans son traitement, la presse partage avec vous deux faits majeurs de l'actualité autour de l'élection présidentielle. Il s'agit d'une part de la location spéciale accordée aux assurés sociaux à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026. Et d'autre part, il y a la sortie de François Soudan de Jeune Afrique vis-à-vis de l'opposition. En effet, le directeur de la rédaction du magazine Panafricain se demande si l'opposition camerounaise est la plus bête du monde. Évidemment, le débat qui a cours en ce moment sur ces deux faits d'actualité soulève des passions. Nous en parlons dans cette émission avec le concours de nos invités, ceux qui ont accepté de nous accompagner ce soir. Il s'agit bien de Jacques Messibala. Bonsoir. Bonsoir Séverin. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, vous connaissez bien le visage. C'est un ancien de Cameroun Tribune. Aujourd'hui, il officie comme communicant. Merci d'être venu. Tout à côté de vous, Simon Metengue. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Merci. Vous êtes également journaliste, communicant presse cybernétique, membre de la commission, sous-commission communication, comité central du RDPC. En face de vous, François Mboké, bonsoir. Bonsoir Séverin. Merci d'être venu, directeur de publication du journal Diapason. Je continue, monsieur Massango Denis Moubin, bonsoir. Bonsoir Séverin. Merci d'être là. Vous direz merci à monsieur le directeur général de la CNPS qui a bien voulu vous libérer pour prendre part à cette édition. Bien évidemment. Je rappelle que vous êtes conseiller technique en charge des questions techniques à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous comprenez bien pourquoi on a fait qu'il soit là, parce qu'il faudrait qu'on comprenne un peu tout ce qui s'est dit autour de l'allocation spéciale de 54 000 aux assurés. Merci à vous qui prenez la peine de regarder cette émission. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la CRTV. Par le communiqué numéro 37 du 21 août 2025, le directeur général de la CNPS annonce le paiement d'une allocation spéciale de 54 000 aux assurés sociaux à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026. Objectif, aider les ménages à financer les dépenses de rentrée de leurs enfants scolarisés et de ce fait, améliorer l'accès à l'éducation. Et visiblement, le 5 octobre 2025, les bénéficiaires seront payés selon les canaux habituels. En somme, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'était un bol d'air frais qui est apporté aux parents en cette veille de rentrée. Jacques. En effet, tout ce qu'on a souhaité, c'est que les modalités permettent à tous les parents de s'en sortir. Parce que le problème fondamental qui se pose, c'est sur les pièces à fournir pour bénéficier de cette allocation. Est-ce que le certificat de scolarité est délivré dans les établissements quand on a seulement payé la première tranche ou bien l'inscription? Or, s'il faut obliger les parents à payer l'entièreté de la pension pour pouvoir bénéficier de cette allocation spéciale, c'est ça difficile à obtenir. Alors François, je sais que vous n'avez pas l'habitude d'applaudir à deux mains, c'est votre position, c'est votre posture, mais cette nouvelle elle est quand même bonne pour les parents parce qu'en ce moment on sait qu'on est en difficulté, il faut trouver de l'argent pour les collages, pour les inscriptions, etc. Je corrige d'abord vos propos, je suis toujours au diapason. Donc, quand c'est bon, je sais dire que c'est bon. Et quand c'est mauvais, je tape aussi dessus. La mesure est à saluer, effectivement. 54 000 de nos jours. Je pense que le directeur général, la CNPS, a regardé ce qu'on paye dans les lycées. C'est autour de 52 000 pour pouvoir prendre cette mesure-là. Mais comme le disait le confrère tout à l'heure, Messi, il y a beaucoup de problèmes qui se posent autour de cette allocation. Nous avons été approchés mercredi notamment, où des parents nous ont dit que leurs employeurs n'avaient pas cotisé. Et il paraît que pour obtenir cette allocation, il faudra être à jour. On se pose alors la question, comment la CNPS peut-elle
punir les enfants pour des fautes qu'ils n'ont pas commises, encore moins leurs parents, du fait de leurs employeurs. Nous pensons que quand une mesure... Comment se fait-il que les employeurs payent les salaires des personnels, mais ne reversent pas les cotisations sociales à la CNPS? C'est quand même, ça ne se comprend pas. Voilà, effectivement. Sur ce coup-là, moi je pense que la CNPS est dans son bon droit de dire je travaille qu'avec des gens qui sont réglo. Vous ouvrez une voie de Pandore. Parce que beaucoup d'entreprises et de structures au Cameroun retiennent l'argent de la CNPS, mais ne reversent pas. Et quand les contrôles arrivent, on leur pose souvent la question de savoir où est dans le compte séquestre où vous avez déposé cet argent en attendant de l'envoyer à la CNPS. Il n'y a pas. Mais la faute n'est pas à la CNPS. Oui, j'étais en train de dire que lorsque ces parents sont venus, alors nous on a poussé une enquête, vous nous donnez l'occasion aussi de la dévoiler avant que la publication de demain. Il s'avère que beaucoup de parents se disent qu'ils ont des problèmes pour payer la location parce que depuis un certain temps, pour beaucoup qui sont des opérateurs, l'État leur doit de l'argent, l'État ne paye pas. Et qu'ils font des efforts pour aller dans les tontines, pour faire des emprunts, pour payer même les loyers, pour payer les impôts, pour essayer de tenir même une partie de salaire. Maintenant, lorsque nous poussons dans la réflexion, comme je le disais tantôt, on va également dédouaner peut-être les employeurs à ce niveau, parce qu'eux aussi, sont en droit de réclamer et qui n'ont pas été payés. Donc, c'est une spirale en fait. C'est pour cela que moi je dis ici au DG, qui est très compréhensible, il a pris une bonne mesure, il a voulu, ça rentre dans la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui que nous saluons, parce que toutes les entreprises devraient avoir la RSE et l'appliquer au profit de ceux qui consomment leurs produits. Mais François, si toutes les entreprises, si tous les employeurs s'étaient comportés comme tels, j'imagine que la CNPS n'aurait jamais eu la possibilité d'engager cette opération qui est salutaire pour tout le monde. Non, il faut dire que la CNPS a toujours les moyens de recouvrer ses créances. Quel que soit le temps, c'est-à-dire que vous pouvez passer le temps que vous pouvez, mais le jour où vous aurez besoin des services de la CNPS, vous serez obligé de payer. Donc, vraiment faire punir des gens pour quelque chose qu'on va recouvrer, je pense qu'il faudra un peu relever cet aspect au niveau de la direction générale pour que ce problème soit bien étudié. Simon, c'est une mesure à saluer. Oui, c'est une mesure salutaire. Elle est d'ailleurs salutaire, c'est le temps puisque, vous savez, l'éducation, c'est le socle même de la vie d'une nation. Et qui, mieux que le président de la République, est la personne la plus avisée de le comprendre. Et donc, à côté des mesures ordinaires que la CNPS met en place, évidemment, cette mesure spéciale, parce qu'il faut se dire une chose, la CNPS, c'est une entreprise publique. Et donc, de ce fait, le patron de cette entreprise est donc celui que le peuple souverain a confié la gestion de l'État et donc des entreprises également, en premier lieu. Mais le communiqué ne nous le dit pas formellement. Oui, ça c'est... Le communiqué ne nous dit pas que c'est venu de là. Et puis... il faut comprendre une chose. Vous donnez donc raison à ceux qui croient que c'est un coup politique. Non, parce que nous sommes en période électorale. Quand vous parlez de coup politique, en 1983, lorsque le président décide d'augmenter les salaires, c'était un coup politique. Mais là, nous sommes en période électorale. Non, c'est parce que justement, on veut forcément accoler cela à la période électorale. Vous avez vu, au fort moment de la crise de sécurité anglophone, il y avait les dons du chef de l'État. Lorsqu'il y a les sinistres, il y a les dons du chef de l'État. Est-ce que c'est aussi des coups politiques? Non, je crois que c'est un père aimant. Il est dans la logique, même il est très proche de son peuple, et à chaque fois qu'il y a une situation, il essaie d'apporter une solution à côté des solutions ordinaires. Donc c'est ce qui amène donc ici... Le chef d'État a autorisé cela. Le DG de la CNPS n'aurait pas autorisé cela sans l'accord de la très haute hiérarchie. Il faut aussi le savoir. Vraiment, Séverin, je me permets de répondre à Simon. Je vais poser une question. Parce que ce qu'il dit, s'il est avéré, cela pourrait être considéré comme un détournement. Oui, on ne peut pas prendre de l'argent public pour faire de la campagne. Il faut faire attention. Est-ce que vous dites, si ça vient vraiment du chef de l'État qui l'a fait, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais si le chef de l'État ne peut pas prendre... Le chef de l'État ne peut pas prendre l'argent public et en faire des cadeaux. François, vous dites une chose... Ce sont des investissements publics, ça ne peut pas être des cadeaux. Vous dites une chose et son contraire. Vous parlez de la responsabilité sociale des entreprises. Oui. Et donc, vous croyez que dans le cadre légal, que l'État demande à ce que
une allocation spéciale soit faite pour résorber un problème social dans le cadre de la légalité est un détournement. Qu'on continue donc. Demain, nous attendons donc l'allocation de Camtel aussi. Peut-être de la Sonara, je ne sais pas de quelle autre entreprise publique pour accompagner. Il n'y a pas qu'au niveau de la CNPS où l'État peut dégager de l'argent au niveau de la RSE pour soutenir les populations. Nous attendons donc la responsabilité sociale des entreprises publiques. Cette mesure est légale. Est dans le cadre légal. Elle ne peut pas être politique. Donc, si elle est politique, c'est un détournement. Attendez, je dis, même si elle est politique, tout doit s'inscrire dans le cadre légal. Nous sommes d'accord. Elle est légale, mais si elle est politique, c'est un détournement. Parce que la politique aussi, c'est là de gérer la société. Parce que le président Paul Biya, qui est candidat, ne peut pas prendre de l'argent et qu'il ne donne pas aux autres candidats qui sont aussi en liste de faire autant. Maintenant, si c'est le chef de l'État, on va dire que c'est un investissement public. Ça ne peut pas être un don. Vous prenez pas de l'argent. Qui a parlé de don? C'est ce que j'ai. Nous parlons de décisions salutaires. Nous parlons pas de don. François et Simon, on va continuer nos débats de journalistes. Le conseiller est là. Peut-être qu'il va nous dire pourquoi cette opération maintenant et quel est l'esprit qui accompagne cette allocation familiale. Nous savons que le prétexte est là, c'est la rentrée. Est-ce que c'est la première fois que cette opération se déroule? Merci, Séverin. Je vais demander pardon à nos téléspectateurs. Le conseiller, il est d'expression anglaise, donc il a accepté bien faire l'exercice avec nous. Il va s'exprimer en français, soyez donc tolérants. Merci, Séverin. Je tiens à remercier le directeur général de la CIATV pour cette opportunité qui a accordé à la CNPS d'essayer d'éclairer certaines nouvelles ou bien certaines informations, certains points que les gens n'ont pas bien compris par rapport à l'aide sociale, l'aide spéciale aux assurés sociaux. La direction générale de la CNPS, dans sa vision managériale, impulsée bien évidemment par la très haute hiérarchie, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, a décidé cette fois-ci d'accorder l'aide pour soulager les parents d'élèves pour la rentrée scolaire 2025. Et si vous suivez l'actualité de la CNPS, ce n'est pas la première fois. En 2015, 2016, la CNPS a augmenté les allocations familiales. Et on n'était pas en période électorale. Et ce n'était pas en période électorale. C'est juste une coïncidence que le chef de l'État et le directeur général de la CNPS ont décidé de prendre ces mesures à ce moment. Mais c'est important de dire que c'est comme vous parlez de la politique, toute décision du chef de l'État, c'est des décisions politiques. C'est des décisions politiques. Même s'il n'y a pas d'élection, c'est des décisions politiques pour essayer de soulager ces citoyens. Est-ce le chef de l'État qui a pris cette mesure? Ou qui l'a dictée? J'ai bien dit, la vision managériale de CNPS depuis un moment est très constante. Donc, nous avons quitté à augmenter les allocations familiales. Et cette fois-ci, le directeur général a pensé que c'est le moment d'aider les parents d'élèves pour aux achats de fournitures et payer la scolarité et pourquoi pas les tenues scolaires. Et il a décidé à ce moment de demander l'autorisation à la présidence pour cette mesure. Et cette mesure est accordée pas mesure politique, mais mesure sociale pour aider les assurés sociaux. Et nous, à certains moments, notre raison d'être, c'est essayer de porter des services de qualité, essayer de soulager les souffrances de nos âgés, les travailleurs et les pensionnés qui sont enregistrés à la CNPS. Voilà. Alors, monsieur le conseiller, vous avez suivi le débat qui a commencé là tout à l'heure. On est d'accord que c'est une mesure inédite, c'est une mesure sociale qu'il faut saluer, cette allocation spéciale, mais il est précisé que le bon droit devra être payé au bon bénéficiaire. C'est-à-dire qu'à cette occasion, la CNPS
va renforcer sa stratégie de contrôle et d'authentification des pièces périodiques de maintien des droits qui seront produites. On ne lésine pas là-dessus. Il faut être en règle avec la CNPS pour pouvoir entrer dans le champ des bénéficiaires de cette affaire. Je crois que... Et qui précise dans ce Oui. Oui, d'abord, pour bénéficier de cette aide spéciale, il faut être d'abord locataire. Il faut aligner vos enfants à la CNPS. Il faut également que les enfants fréquentent. Il faut que l'employeur soit à jour et bien évidemment que vous déposez vos pièces périodiques à la CNPS. Et il y a deux manières de déposer ces pièces périodiques, où vous allez les déposer au centre le plus proche ou bien déposer dans notre application d'information En ligne. via l'application AINA. Ça c'est simple, vous allez sur le site CNPS et vous allez vous retrouver. Tous les systèmes d'enseignement sont-ils concernés? Ça va jusqu'à quel âge? Est-ce que ceux qui sont à l'université peuvent... Oui, si l'enfant a 21 ans, s'il est à l'université, il peut bénéficier si les pièces périodiques sont déposées et si également il est aligné à la CNPS. Alors maintenant, je vous permets de revenir sur les rapports que les employeurs doivent avoir avec la CNPS. Voici une opération spéciale qui va donc mettre à nu peut-être que les failles du système, ceux qui jouent avec la loi, ils n'ont qu'à se plaindre. Parce que François, vous semblez défendre les gens qui retiennent les cotisations sociales, mais qui ne les reversent pas à la CNPS. C'est incompréhensible. Non, du tout. Voilà. Je vous dis que la CNPS... Ce n'est pas parce que vous avez une facture la CNPS n'est pas une maison étrangère à moi. Je connais le fonctionnement, voilà. Nous avons été souvent partenaires plusieurs années. Donc, je peux en parler avec aisance. Même de mon poste de patron de presse, nous sommes allés voir le DG qui a écouté. Parce que vous remarquerez aujourd'hui que la CNPS est l'une des entreprises qui ne vient plus sceller des entreprises pour le paiement, pour le recouvrement forcé. Et la CNPS, qu'est-ce que le DG met en place? Il met en place une cellule de coûts. Lorsque vous avez des arriérés que vous ne pouvez pas payer, vous lui écrivez ou bien vous prenez rendez-vous. Il est même capable d'aller même jusqu'à 50%. Et vous demande vous-même de préparer votre moratoire que vous allez payer chaque mois, même c'est 10 000. Mais il vous dit, si vous sautez une fois, on remet le montant initial. Ça, je peux témoigner. Donc, pour dire que le DG ne peut pas également oublier, parce que s'il a permis cela, il sait que les entreprises ont des problèmes au niveau des paiements. Cela est connu, ce n'est pas une affaire qu'on peut cacher ici. Alors, si dans les entreprises... François, s'il te plaît, les entreprises ont des problèmes de paiement, de factures, c'est vrai. Oui. Mais quand les entreprises libellent les salaires... Oui, c'est prévu. Mais c'est pour cela que j'ai dit qu'on peut payer des salaires, mais les allocations restent une dette vis-à-vis de la CNPS. Et c'est ça que la CNPS vient recouvrer. Il y a quand même mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez. Mieux vaut sauver l'entreprise. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis un employeur. Parce que je suis un employeur. Je vous en prie. Je suis un employeur. Il faut protéger l'entreprise. L'entreprise, c'est quoi? C'est vos employés d'abord. Si vous ne les avez pas, il faut également protéger les travailleurs. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas les employés, vous n'avez pas d'entreprise. Si vous n'avez pas de l'argent pour payer les salaires et les cotisations sociales et les impôts, vous n'aurez pas une entreprise. Alors, vous travaillez pour quelqu'un, peut-être vous êtes un fournisseur ou bien vous êtes un prestataire, et celui qui doit vous payer pour payer vos prestations, également au niveau de la CNPS ou bien des dettes fiscales, ne le fait pas. Mais vous voyez que, je l'ai dit ici, c'est une spirale. Et il ne faut pas qu'on s'amuse à ce niveau. Tant que l'État, qui est le principal distributeur des richesses, ne fait pas un effort au niveau de la circulation de l'argent, on aura toujours ce genre de problème. Aujourd'hui, quand vous regardez la masse, la masse que nous avons au niveau de la dette intérieure, elle est énorme. Alors, moi j'ai suggéré dans des réunions où j'ai souvent été... Il faut qu'on arrête quand même la tolérance administrative. S'il vous plaît, on ne peut pas... Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que quand vous montez une entreprise, vous faites une étude de faisabilité,
ce qui va se passer sur le terrain. Ça veut dire vous avez les données. Oui. Sur quelle base votre entreprise va fonctionner. Oui. Si vous sentez que ça ne va pas marcher, vous arrêtez, non? Ah bon? Mais maintenant que vous avez des engagements, bien sûr, mais vous avez des qui engagements. a dit que ça ne fonctionne pas? Ouais. On dit que je travaille, mais mon emploi, mais celui qui me fait des commandes ne paye pas. Est-ce que vous comprenez la chose? Qui a dit que ça ne marche pas? Mais je travaille également comme quelqu'un qui a un salaire, mais qui n'est pas reversé. Je voulais également vous poser une question. Imaginez que vous cotisez chaque fois et c'est vrai, ne cotise pas. On prélève votre argent pour payer ces serveurs. Et qu'est-ce qu'on va... On va toujours finir le jour où vous serez payé, c'est-à-dire le jour où l'autre employeur supérieur qui est l'État vous payera, le directeur général de la vous allez CNPS être payé. a mis sur place des mesures exceptionnelles pour que ces employeurs, même comme ils sont endettés, peuvent vraiment payer le minimum. Les dettes. Comme vous avez dit, toutes les dettes sont encadrées. En tout cas, la direction générale veut encadrer toutes les dettes de tous les employeurs. Et peut-être donner des remises gracieuses. Parfois 70%. Voilà. Ça, je l'ai dit, des remises gracieuses, des pénalités et les majorations de l'État. Mais parfois, certains employeurs s'engagent, après 2-3 mois, ils ne payent plus. Mais vous allez, est-ce que vous avez cherché pourquoi ils ne payent plus? Est-ce que vous avez trouvé ces c'est-à-dire que moi je ne veux pas des rêveurs. Moi je ne veux pas des gens qui rêvent. Non, s'il vous plaît. Et ce n'est pas tous les sociétés qui travaillent avec l'État. Je ne veux pas des gens qui rêvent. Non, ce n'est pas tout. Peut-être c'est 1% de sociétés qui travaillent avec l'État. Oui, mais pourquoi ce pourcentage n'est pas payé à temps? Pour qu'on règle au moins les dettes fiscales. C'est un contraste quand même. C'est un contraste pourquoi? Les allocations de la CNPS, les cotisations de la CNPS et les salaires sont automatiques. Si vous payez le salaire, automatiquement, vous devez verser. On peut comprendre que les employés aient des arriérés. Là, c'est un cas. Mais on trouve des employés qui sont payés, vous retenez l'argent à la source, mais vous ne le reversez pas. C'est une dette, non, c'est une dette fiscale, comme une dette salariale, comme une dette sociale. Je comprends que vous rêvez, je comprends que vous rêvez beaucoup. Mais la structure économique, c'est pas un détournement. C'est pas un détournement. Je suis votre employé. Voilà, nous avons la CNPS. Vous comprenez, non? Je suis votre travailleur. Lorsque vous vous rendez compte que j'ai fait 3 mois sans reverser, n'est-ce pas? Soit vous m'écrivez. Non, attendez, je suis votre travailleur. Mais il y a des contrôles. Je parle des relations patronat-travailleur. Moi, je suis votre travailleur. Vous me payez mon salaire, vous coupez une partie de mon salaire pour reverser à la CNPS. Sauf que vous ne reversez pas. C'est un détournement. Tout à fait. C'est pour cela que je dis... Et c'est pour cela que cette mesure, la CNPS, est une mesure qui a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est d'amener les travailleurs à être responsables de leur cotisation. Parce que les travailleurs eux-mêmes peuvent saisir la CNPS pour dire, voilà, j'ai eu mon salaire comme ça, mais à chaque fois, je n'ai pas, mes reversements ne sont pas à jour. Il y a même le moyen de contrôler, on a reversé, mais on a minoré les cotisations. Voilà, on a minoré les cotisations. Vous avez la possibilité d'entrer dans le site CNPS et vérifier et saisir la CNPS. Ce que vous dites n'est pas nouveau. Mais n'occultons pas le point spécial. Je dis, il faut reprendre la structure économique du pays. Qui est le principal distributeur des richesses? C'est l'État. Attendez. On va avancer sur l'allocation. Vous-même, à la CNPS, si on ne paye pas de salaire, on vous payera avec quoi? Il y a une chose quand même. Si on n'est pas capable de payer des salaires, on vous payera avec quoi? François, il y a deux choses qu'on doit Non. Il y a deux choses qu'on doit des gens qui rêvent ou qui ont des positions privilégiées, qui ne voient pas ce que... Dissocions deux choses. Premièrement, la dette intérieure de l'État. Elle est de combien aujourd'hui? Attendez, la dette intérieure de l'État et les mécanismes de paiement de cette dette, de 1. De 2, et le traitement salarial des employés. Nous disons une chose. Si on parle d'allocation non reversée, ça veut dire que les salaires n'ont pas été payés. Simon. Mais si les salaires ont été payés... Simon, vous savez pourquoi il y a un embouteillage à Yaoundé lorsqu'il y a des salaires? Vous savez pourquoi il y a un embouteillage? On va avancer. S'il vous plaît. On revient sur l'allocation spéciale. Oui. Vous savez pourquoi il y a un embouteillage quand il y a des salaires? Parce que cela permet que l'argent circule. Les gens viennent faire des achats. Vous savez pourquoi il y a aussi une vivacité dans les familles, dans les entreprises? Lorsqu'il y a des paiements,
C'est parce que, et lorsqu'il y a des paiements, la CNPS et les impôts recouvrent automatiquement. Nous sommes donc... Donc le problème principal ici, c'est que l'argent ne soit pas bloqué quelque part. Alors, sur que les l'allocation ressources spéciale, puissent tourner et que chaque acteur puisse jouer son rôle. Sur l'allocation spéciale, on redoute beaucoup cette pièce-là, à savoir qu'il faut fournir un certificat de scolarité. Monsieur le conseiller, est-ce qu'on doit avoir peur de ces certificats de scolarité? Parce que dans les groupes de discussion, on a eu des gens se parler de comme si c'était très difficile. Ce n'est pas difficilement qui parle. J'ai déjà mes certificats de scolarité. Dès que vous payez l'inscription dans toutes les écoles, on vous délivre ce certificat de scolarité. S'il y a problème, vous pouvez nous saisir. On va intervenir à ce moment. Vous allez... L'inscription, mais peut-être avec la première tranche, les écoles vous délivrent ces certificats de scolarité. On a déjà reçu des centaines de ces certificats de scolarité. Je ne sais pas s'il y a des écoles au Cameroun qui ne délivrent pas ça. Il faut aller inscrire vos enfants et demander ces certificats de scolarité. Les écoles vous donneront cette pièce. Et ça ne, même les enfants qui sont dans l'apprentissage, ils ont aussi droit à bénéficier de ces allocations familiales, pourvu qu'ils sont alignés à la CNPS à partir de 14 ans. Oui, il y a une autre question qui revient, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Ceux qui sont dans le secteur informel, est-ce qu'ils sont pris en compte dans cette allocation? Bon, on sait que par le passé, la CNPS avait permis que cette catégorie sociale puisse travailler avec vous. Est-ce que tous les associés sont pris en compte? Ceux qui sont sur le régime de l'assurance volontaire, malheureusement, ne sont pas pris en compte pour le moment parce que les cotisations sont basées sur la pension de vieillesse. Et peut-être dans les années, les jours à venir, ou bien en 2032. Même avant 2032. Pourquoi 2032? Peut-être le chef de l'État peut décider que ces gens paient également les cotisations en ce qui concerne les risques professionnels et les allocations familiales. C'est le début et on ne voulait pas que ça soit très très lourd pour ces gens dans l'informel. Payer les cotisations en PVID, pension de vieillesse, et payer également en allocation familiale, ça devait être tellement lourd au début. Donc nous sommes encore en train de sensibiliser cette personne, les gens dans l'informel, pour qu'ils adhèrent, et dès qu'ils sont vraiment bien convaincus qu'à la fin, ils vont vraiment bénéficier des pensions de vieillesse, on va peut-être ajouter les allocations familiales et les risques professionnels. Nous avons les canaux habituels comme payer les allocations familiales. Il y a les allocations familiales que la CNPS paie chaque mois. Dans les téléphones. C'est de la même manière que cette aide spéciale va être payée aux parents. C'est eux des allocataires. Oui, je voudrais juste ajouter, dans cette mesure, il y a effectivement, c'est une mesure aussi éducative. Voyez-vous, on a deux types de secteurs informels au Cameroun. Il y a ceux qui sont condamnés à l'être, donc des petits métiers, ils vendent les arachides et autres, ainsi de suite, c'est au secteur, ça c'est un type. Mais il y a ceux qui ont accepté y demeurer, mais qui ont on appelle ça comment, des chiffres d'affaires vraiment très grands, de 50, 60, 300 millions. Vous voyez, par exemple, dans le secteur de la friperie, vous allez dans une boutique, vous trouvez que la boutique, le chiffre d'affaires avoisine des 50 millions, mais il reste dans le secteur informel. C'est aussi une mesure qui leur permet de comprendre que en s'affiliant, c'est-à-dire en se formalisant et en s'affiliant dans des structures comme la CNPS, voilà les bénéfices que les employés peuvent avoir. C'est toujours bien d'avoir des employés qui ont une certaine sécurité sociale. Je crois que c'est dans ce sens aussi qu'il faut continuer à sensibiliser ce type de personnes. Parce que même au niveau de l'État, ce secteur informel-là, qui est galopant, mais qui ne se formalise pas, malgré même le fait que l'État ici a mis des centres de gestion agréés pour les accompagner dans la formalisation, mais on note que ça tarde. Peut-être parce que ils en bénéficient, peut-être les promoteurs en bénéficient, mais est-ce que les employés, eux, en bénéficient? Je crois que quand on veut faire une entreprise de bien pour la durée, il faut aussi sécuriser les employés, je crois bien. Oui, je voulais préciser que
on parle beaucoup du secteur informel, mais on a créé une assurance volontaire pour tout le monde qui ne peut pas être pris dans les canaux actuels. La loi du Cameroun dit que lorsque vous avez plus de 51% dans une entreprise, vous ne pouvez pas être affilié. Donc, beaucoup de patrons ne peuvent pas être affiliés. Donc, il y a des patrons aussi qui ont des assurances volontaires. Il n'y a pas que le secteur informel. Mais vous parlez pour vous, comme vous êtes patron. Non, je voulais préciser que l'assurance volontaire n'est pas que le fait du secteur informel. C'est-à-dire que tout le monde... Il y a les promoteurs, voilà, tout le monde peut le... Je suis plus au niveau des employés de ce secteur informel. Parce qu'il y a des entreprises du secteur informel qui ont peut-être 5, 6, voire 10 employés. Mais avec un chiffre d'affaires conséquent, donc les entreprises peuvent se formaliser et que les employés bénéficient, fassent carrière d'abord, c'est-à-dire bénéficient d'une sécurité sociale assez normale. Donc c'est aussi un plaidoyer pour leur dire, voilà ce que l'État offre, il faut juste faire un pas pour que les choses avancent. Bien sûr, la responsabilité sociale des entreprises, ça vise au moins 2 choses. C'est-à-dire amener le client à continuer d'aimer son partenaire qui lui fournit le service et l'amener également à se conscientiser. Donc, lorsque la CNPS dit aujourd'hui qu'elle va donner 54 000, vous allez voir que dès l'année prochaine, si la mesure ne s'arrête pas, vous allez voir que l'année prochaine, beaucoup de parents... Si les employeurs paient bien. Voilà, vous allez voir que si beaucoup d'employés seront même prêts à prendre de leur partie de salaire pour avancer en attendant d'être récupérés par... Donc, c'est aussi une mesure qui vient éduquer la masse qui doit cotiser au niveau de la CNPS. Vous avez bien compris, exactement. Surtout ceux qui ne payent pas les cotisations. C'est une manière de leur dire que vraiment, payez vos cotisations et vos employés, vos travailleurs vont aussi bénéficier de cette mesure exceptionnelle de la CNPS. Parce que c'est une sorte de motivation de travailleurs. Parce que ceux qui ont 5 enfants, 6 enfants, ils vont vraiment... bien commencer les rentrées. Alors, on espère qu'il n'y en aura pas qui vont vous saisir, sachant qu'ils n'ont pas d'enfants dans cette affaire, ils ne sont pas bénéficiaires. Il faut également porter l'attention de tous les allocataires que la CNPS, après le paiement, va vérifier l'authenticité des pièces. Ces pièces périodiques. Donc, la fraude n'est pas possible. Parce que nous avons aussi la possibilité de saisir les écoles avant paiement. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller. On va vous libérer. Une fois encore, merci pour la Caisse nationale de prévoyance sociale qui vous a mis à contribution pour que nous ayons ces explications qui rassurent donc tout le monde. On dit, à partir les dossiers, on doit les déposer jusqu'à quand? Le 30 septembre 30 septembre. Et le paiement? Et à partir du 5 octobre. 5 octobre. Les premiers ont les allocations, l'aide spéciale. Merci. Tout est préparé, tous les fichiers sont déjà là et nous attendons les pièces périodiques. Comme je viens de dire, il y a des milliers qui ont déjà déposé les pièces périodiques. On attend les autres. Donc il faut payer l'inscription à l'école et demander vos pièces périodiques et déposer à la CNPS ou bien dans n'importe quel centre. Même si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez déposer à Garoua. Nous allons traiter. En visite de travail cette semaine dans la région de l'extrême nord à la faveur de la signature de conventions constitutives dédiées au fonctionnement des centres de négoce entre la Direction générale des douanes et les communes de Boura, Fotokol, Kolofata et Moa, le ministre des Finances a accordé plusieurs audiences à l'hôtel Misao de Maroua. Louis-Paul Motazé s'est entretenu avec une vingtaine de délégations issues de différents milieux et personnalités du Grand Nord, notamment les responsables religieux, les chefs traditionnels de la région de l'extrême Nord, les parlementaires, les hommes politiques, les opérateurs économiques du Septentrion, les groupes socio-ethniques, notamment ceux du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du littoral du Sud, entre autres installés dans cette région. Et sur la signature des conventions constitutives dédiées au fonctionnement des centres de négoce entre la Direction générale et les communes citées, réécoutons le ministre Louis-Paul Motazé dans cet extrait. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la volonté inébranlable du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, de renforcer la décentralisation. Et j'ai été très heureux d'entendre le président Biya dire il y a quelques mois que le processus de décentralisation est un processus au long cours et qu'il faut être patient. La décentralisation a été lancée
il était apparu clair qu'il fallait renforcer les moyens des collectivités territoriales décentralisées. Il y avait les CAC, vous le savez, il y a eu la loi sur la fiscalité locale, mais nous avons pensé qu'il faudrait aller beaucoup plus loin pour que les collectivités territoriales décentralisées jouent leur rôle. Ces centres de négoce vont leur permettre d'avoir des ressources dont elles ont besoin pour renforcer leur action. Un travail va se faire avec la douane parce que là également, nous avons des objectifs pour la douane. Malheureusement, ces objectifs sont contraints par la contrebande douanière. Et ces communes qui, cela ne vous a pas échappé, sont toutes situées à la frontière avec des pays voisins, notamment avec le Nigeria. Nous avons pensé que ces communes pourraient jouer un rôle d'appoint à l'action des douaniers pour lutter contre la fraude douanière, renforcer nos ressources publiques et lutter contre la pauvreté. Les ressources qui seront générées par ces centres-là seront reversées à hauteur de 40%, mais avec un plafond de 500 millions à chacune des collectivités qui aura atteint les objectifs. À moins de 2 mois de l'élection du président de la République, le 12 octobre, le journaliste François Soudan de Jeune Afrique indique que l'opposition qui ne se range pas autour d'une coalition est vouée à l'échec. Une opposition qui se trouve dans l'incapacité de faire front commun. Au vu de ce qu'on qualifie déjà d'égo destructeur, de fragmentation fatale et de dispersion équivalent à un suicide politique collectif, la question posée de Jeune Afrique par Jeune Afrique dans son prochain numéro résonne comme un constat amer. L'opposition camerounaise est-elle la plus bête d'Afrique? Cette sortie a suscité des réactions vives dans la presse. Parfois, on est allé au-delà des rapports de bonne confraternité que nous impose le code de déontologie dans la pratique du métier. On le comprend bien. Je rappelle que nous avons été rejoints par Maître Bertil Wami Batan, qui est là, avocate. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, merci de m'avoir convié. Merci d'être là. Vous êtes présidente de l'APDDH, Assistance Défense Droits de l'Homme, chef de suivi de l'Observatoire des libertés publiques. Vous portez d'autres casquettes, mais on se limite à ça. Oui, mais à chaque fois, je vous le rappelle, souvent de toujours présenter mes prouesses, n'est-ce pas, dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de la personne au Cameroun dans le monde, ce qui d'ailleurs m'a valu le prix honoraire du Haut Commissariat du Canada, le prix droits de l'homme héroïne Kotler et d'autres prix sur le plan international. Je vous prie souvent de le présenter en avance. Ça sert aussi de motivation pour la personne et aussi ça vante la camerounaise, n'est-ce pas, que Maître Wami Batan, sur les questions liées à la protection de la personne en général et, n'est-ce pas, des femmes en particulier. Félicitations, Maître. Alors, merci. François, vous comprenez la levée de bouclier, ce qu'on a lu, ce qu'on entend dans la presse depuis la sortie de François Soudan? Cela peut se comprendre et se justifier. Vous savez que souvent, certains pensent que c'est le photographe qui est à l'origine de leur image de fond. Alors que le photographe n'a fait que révèle la réalité. Voilà. Et c'est ce qu'on peut dire ici de François Soudan. François Soudan connaît l'Afrique plus que quiconque. Il a au moins 30-40 ans, il n'a travaillé que sur l'Afrique. Donc, lorsqu'il parle des problèmes africains, il sait de quoi il parle. Lorsqu'il parle du Cameroun, encore davantage, il sait de quoi il parle. En disant que l'opposition, il s'est de poser la question si ce n'est pas la plus bête. Je pense qu'il n'a donc pas tort, parce que vous avez vu depuis la convocation du corps électoral jusqu'à ce jour, il y a vu les péripéties qu'il y a, des candidats de l'opposition qui s'entrechoquent au moment où tout le monde doit être concentré. Mais cela n'est pas suffisant pour avoir un ton aussi condescendant vis-à-vis des acteurs politiques d'un pays quand même. Ceux qui parlent de condescendance, mais arrêtons de penser que le mort kilomètre est mort depuis. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes intéressés par l'histoire qui se passe aux États-Unis alors que parfois nous oublions que nous avons des problèmes ici à Yaoundé? Le mort kilomètre au niveau de l'information ne peut plus être un atout aujourd'hui pour
Parce que ce qui arrive aux États-Unis à la minute peut impacter le Cameroun. Non, mais on voit quand même, François, on voit l'opposition se battre à travers la plateforme de Fouman. C'est pour cela donc... On voit Bello Bouba et Issa Chirouba qui se battent pour qu'il y ait un candidat consensuel. On voit d'autres actions qui sont menées. On voit des acteurs sur le terrain. Vous ne pouvez pas dire que c'est... Ce n'est pas la première... Enfin, pensez que c'est l'opposition la plus belle d'Afrique. En le disant, je pense qu'il ne s'est pas arrêté là. Vous avez lu la suite. En le disant, il pense que, rendu aujourd'hui à quelques jours de la campagne électorale, l'opposition cherche encore si on aura un candidat consensuel. Maître, vous comprenez un peu la sortie de François Soudan? Bien sûr, j'ai aéré, n'est-ce pas? Devant mon écran, j'ai souri et dit ça. Mais je pense que, et je dis aussi qu'il n'a fait que dire ce que beaucoup de gens disent bas. Voilà. Hein? Mais sur le plan éthique maintenant, je trouve vraiment tellement irrévérencieux, disgracieux, n'est-ce pas, ces propos, un peu même injurieux. Vous comprenez? Pour les professionnels, vous savez, c'est vous les professionnels de la presse, des médias, vous exprimez ce que vous pensez. Donc, sur le plan purement, je pense toujours des choses sur le plan purement juridique. Les faits sont là. Non, sur le plan de la morale et de l'éthique, je pense que vraiment, c'était des propos vraiment très irrévérencieux et disgracieux, n'est-ce pas, à l'endroit de notre opposition, que je ne trouve pas bête moi-même. Je pense que dans le parti de Simon, on a ri un peu en écoutant François Soudan, on s'est dit, il dit la vérité. Non, bien au contraire. C'est une insulte grave à l'endroit de la démocratie camerounaise. Et j'ai l'impression que ses connaissances sont très liminaires sur la démocratie camerounaise. Parce qu'en clair, qu'est-ce qu'il appelle l'opposition? C'est ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est ça. Mais plusieurs partis... Les 11 qui sont en face du candidat Paul Biya. Écoutez, plusieurs partis politiques ont des parts de pouvoir au Cameroun. Il me semble que des 11 partis, je crois pratiquement tous les 11 ont des élus. Et donc, je crois que c'était un coup plus pour remettre Jeune Afrique en selle. Est-ce qu'il a besoin de ça? Parce que, allez lui demander. Parce qu'en tout état de cause, c'est vous qui dites. C'est un traitement approximatif. En réalité, la démocratie camerounaise se nourrit de quoi? Se nourrit des doctrines, des visions. Et au demeurant, au dernier niveau, c'est le peuple souverain qui décide de qui doit présider aux destinées de sa vie, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et donc si certains acteurs sont qualifiés de ce qu'il a qualifié, moi je ne vais pas redire ce nom-là, je juge qu'il parle de tout sauf du Cameroun. Ça, il faut le savoir. Et cet article a été un article très vicié, dans la mesure où on est en train de résumer les combats politiques au Cameroun à une seule, au niveau d'opposition, à une seule personne, qui même est arrivée en politique, je crois, en 2010 ou en 2013. Avant cela, de 92 à aujourd'hui, vous connaissez toutes les batailles qui sont menées et par le RDPC, de façon, on appelle ça la saine concurrence, qui sont faits, et donc le peuple décide à chaque fois. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut jeter de côté et que les uns et les autres continuent à travailler. Dans tous les cas, le peuple, et c'est même aussi le peuple camerounais qui est meurtri par ce qui a été dit. Donc c'est comme pour faire comprendre que le RDPC gagne l'élection parce qu'il n'y a rien en face. Non, c'est parce qu'en réalité, il y a chaque offre qui est présentée. Nous présentons notre offre, les autres font la même chose. Maintenant, le peuple choisit au niveau national et au niveau local. Il choisit à chaque fois. C'est pour cela qu'il y a pratiquement... François Soudan n'a pas dit qu'il n'y a pas quelque chose en face. Il a dit que l'organisation est difficile pour le camp d'en face, pour effectivement faire le combat, mener le combat contre le candidat Paul Biya. C'est ce qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il y a rien absolument. Le dire ainsi, ça peut passer. Alors, Jacques Bessi, vous avez cette actualité, tout le monde a commenté. C'est une sortie de piste, c'est un constat véritable. Quel est le regard que vous portez sur la sortie de François Fanon? La sortie de François Soudan est une sortie flatteuse pour le régime en place. Il veut flatter le pouvoir parce qu'en réalité, en marketing politique,
il n'y a pas de challenger à M. Paul Biya, au candidat Paul Biya. Il n'y a que des suiveurs et peut-être des outsiders. Ah, vous les aurez aussi sur le dos, hein, ce que vous dites là, parce que vous n'êtes pas loin de ce que dit François Soudan. Oui. Je reprends un seul exemple. Le 13 août dernier, la présidence française de l'Élysée a rendu publique une lettre que Emmanuel Macron a adressée au président camerounais Paul Biya sur la guerre menée par la France au Cameroun. Oui. Et dans cette lettre, on dit clairement qu'on a accompagné le bloc démocratique camerounais, l'UC, plus tard UNC, est devenu RDPC pour régner dans ce pays. Quel est le candidat parmi les 11 qui a déjà réagi sur ce courrier? Et qu'est-ce que ces 11 candidats disent sur la gestion de ce pays en termes de projet politique, idéologie, orientation de l'économie du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils pensent du CFA? Mais vous avez écouté quand même Maître Akeremouna jeudi dernier dans sa conférence de presse. Vous avez écouté le candidat Bello Bouba, vous avez écouté le candidat du PUR, Serge Espoir Matomba. Je crois qu'ils ont quand même, ils portent des idées, ils ont une offre politique. La seule idée que ces gens-là portent, c'est le retour de la dépouille du président Aïdjo. Alors que depuis 2007, le président Paul Biya a dit qu'il n'est pas contre ce retour et que c'est une affaire de famille. Donc en réalité, ce sont des suiveurs. Il n'y a aucun challenger face à M. Biya dans cette élection. C'est-à-dire que, idéologiquement, ce sont des accompagnateurs du RDPC. Tous sont issus soit du RDPC, soit de l'UNC. Non, vous êtes assez tranché. C'est vrai. Oui. Il paraît que l'opposition n'a pas pu, n'est-ce pas, trouver un candidat consensuel. Les discussions se poursuivent, ce n'est pas terminé. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont été sur ce plateau. Nous sommes en septembre, nous sommes déjà en août, bientôt septembre, octobre, n'est-ce pas? Et comprenons qu'une démocratie se construit, n'est-ce pas? L'opposition camerounaise, beaucoup le disent impréparée, divisée, mais elle est en train de se mettre en place déjà quand même. Elles ont quand même fait tâche d'huile ce tour-ci. Quelles sont les lignes de démarcation de cette opposition politique contre le projet politique du RDPC? Quelle est la vision? Je parle de la coalition. Madame, quelle est la vision de la coalition face au document d'idéologie pour le libéralisme communautaire? Le RDPC, le président Paul Biya a endogénisé sa politique, sa vision politique. Oui. C'est-à-dire qu'il assume l'héritage et il propose aux Camerounais pour le libéralisme communautaire. Qu'est-ce que ces 11 concurrents proposent? Il n'y a aucun challenger. Mais attendez, après la mise en place d'une coalition, on sort un protocole. C'est maintenant qu'on va le faire. Attendez. Il faut bien que ça arrive. Hein. Il faut bien que ça arrive. Il y a un protocole, on définit les clauses, les thèmes dans ce protocole qui doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on cherche, où on va? C'est pourquoi je dis bien, c'est une construction. Ça se construit. Avant, il n'y avait rien. Aujourd'hui, l'opposition est en train de faire tâche d'huile, n'est-ce pas? Mais dire que notre opposition est bête, non. Parlons d'une opposition... Il a même été gentil. Non, il y a des problèmes d'ego. Il y a des problèmes d'ego dans cette opposition. François Soudan a été gentil. Il y a des problèmes d'ego. Ça, il faut le reconnaître. Chacun se sent chef, chacun veut, n'est-ce pas, être au sommet, chacun veut... Mais personne ne veut, n'est-ce pas, faire profil bas. C'est ça le problème dans l'opposition. Voilà. Donc c'est pourquoi, n'est-ce pas, le caractère consensuel, n'est-ce pas, se bute encore à tous ces facteurs-là. Oui, je voulais ajouter que ce que Maître dit à la suite de Jacques, je pense qu'ils ont... Ah, d'ailleurs, même Simon, ces gars ont plutôt... Soudan a plutôt aidé l'opposition camerounaise à se ressaisir, si elle peut se ressaisir. Maintenant, il donne beaucoup plus un coup de pouce au RDPC pour dire, voilà, nous pensons que nous avons souvent travaillé ensemble, nous pouvons continuer de travailler. Il y a mais il y a là ce côté, c'est la campagne, disons-nous, tout le monde, c'est la bonne période. Mais disons-nous quand même que quand nous voyons notre opposition, vous avez vu, vous parlez de la recherche d'un candidat consensuel. Il n'existe pas. Vous avez vu déjà qu'il y a des candidats qui disent qu'ils ne sont pas dans cette affaire, ils iront seuls. C'est leur droit. Voilà, tout à fait. C'est leur droit. Il y a également des candidats qui disent que nous continuons de poursuivre les discussions pour trouver un candidat unique. Mais à l'intérieur, lorsque vous essayez de sonder, à l'intérieur, vous avez des partis, je ne veux pas dire petits, qui vont
qui sont à l'intérieur de la coalition pour même espionner l'opposition, pour revenir après dire que nous rejoignons le parti de Simon. Il y a ces enjeux-là que vous allez découvrir très tôt, qui font donc que lorsqu'on regarde les autres pays d'Afrique, où on parle de démocratie suffisamment avancée, je pense qu'on voit quand l'opposition veut faire quelque chose. On voit comment l'opposition se met derrière une personne qu'on a choisie dès la base, on la porte jusqu'au sommet. Est-ce que cela est possible au Cameroun? Cela n'est pas possible. C'est l'une des difficultés. C'est l'une des difficultés des communicants politiques. Voilà. Arriver à positionner l'offre politique de l'un des 11 candidats. Tout ce qu'on trouve, ce sont les bus aux effigies, ce sont les cortèges de motos et autres. Là, il n'y a rien. Oui, mais aussi, il faut dire que faire de la politique, surtout au niveau supérieur, là, au niveau du sommet, c'est pas évident. Être candidat, s'il vous plaît, Simon, être candidat à l'élection présidentielle, ça a un coût. Et ça a une valeur. Et aujourd'hui, nous, on a créé un groupe de journalistes. Nous sommes en train d'aider la population camerounaise à avoir des éléments clés pour essayer de choisir un candidat. Parce que vous avez vu des gens qui sont allés s'amuser lors des dépôts de dossiers. C'est comme si des Camerounais ne prennent même plus au sérieux la fonction présidentielle. Qui peut être candidat aujourd'hui au Cameroun? Nous souhaitons que ce soit quand même quelqu'un qui puisse parler au moins les deux langues. Qui peut être candidat, sauf que ce soit quelqu'un qui ait une vision économique, au moins du Cameroun, sinon de la sous-région Afrique centrale. Qui peut être candidat? Il faut que ce soit un jeune qui peut se réveiller, qui peut se coucher à deux, s'il vous plaît. Vous tombez dans le même travers qu'une certaine religion qui doit faire le portrait robot d'un candidat. Non. En démocratie, non. Le peuple souverain est maître de son destin. Choisit en son âme et conscience et en fonction de ses intérêts. Nous ne donnons pas les consignes de vote. Voici vos intérêts. Nous ne donnons pas de consignes de vote. Mais nous disons, le RDPC ne peut pas tomber au piège de Jeune Afrique. Parce que, en premier lieu, vous parlez de l'Afrique. Je vois des élections en Allemagne. Il y a plusieurs partis politiques, en France, en Belgique et autres. Il ne faut pas croire que la politique, c'est le temps d'une élection. Non. Pour diriger un pays, il faut regarder les sensibilités. Qu'une marge de cette population pense que, l'autre marge pense que, l'autre marge pense que. Quand on élabore les politiques publiques de gestion de la société, on tient compte. Alors, voici donc quelqu'un qui se prend comme un donneur de leçons, qui veut nous endormir. Parce qu'il va endormir le RDPC en disant non, il n'y a personne en face. Ne préparez pas les élections. Non. Le RDPC ne peut pas tomber dans ce type de piège. Il y a des gens en face. Je vous rappelle une chose. 92, qui sont ceux qui étaient les premiers? Le RDPC en tête avec 39,9%. Les forces du changement, non. Les forces du changement apportées par le SDF avec 33%. L'UNDP avec 19%. Mais on nous a fait comprendre que le fait qu'un candidat soit recalé, pour des raisons claires, font qu'il n'y a plus rien. Et même, dit de façon maligne que, mais effectivement, c'est que le régime en place aurait participé. C'est ça qui est malsain dans cet article. Et donc nous disons que le RDPC ne peut pas se laisser endormir par ce type d'article. Parce que nous savons très bien que cette élection est une élection difficile. Nous allons la mener jusqu'au bout afin de gagner. Ce qui est curieux, c'est la réaction des leaders d'opinion qu'on a pu enregistrer. Elle est mitigée. Autant le candidat Serge Espoir Matomba du PUR s'est dit outré par la sortie de François Soudan, autant le candidat Akere Mouna reconnaît que c'est une vérité qui blesse. Hein. Voilà. 11 candidats se battent pour les miettes d'un trône. Voilà. Pourrait-on de cette manière-là, parler de stratégie ratée, de rivalité de personnes au sein de cette opposition? Bon, disons qu'à une élection, chacun y va en sachant ce qu'il va chercher. J'ai cru comprendre que parmi les candidats, il y a peut-être un ancien fonctionnaire des institutions de Bretton Woods. Peut-être que c'est le moyen pour lui de dire au gouvernement que j'ai déposé mon dossier quelque part et j'ai besoin de votre soutien, et il vient se faire connaître. Nous, on connaît ses intentions. Il y a des candidats... des anciens membres du gouvernement. Il y a des anciens membres du gouvernement qui, peut-être qu'au 10 octobre, lorsque le candidat leader ira en meeting dans leur région d'origine... Vous avez dit un candidat leader? En marketing politique, on divise le paysage en 4. Le leader, le challenger, le suivant ou l'outsider.
Et vous avez déjà rempli, et vous avez déjà rempli les carreaux. Oui, Paul Biya c'est le leader, mais il n'y a pas de challenger. Les autres, c'est-à-dire qu'il y a des, comment on les appelle, il y a des suiveurs qui passent au temps, c'est-à-dire qu'ils veulent simplement exister, et il y a des outsiders qui veulent se faire connaître pour peut-être préparer d'autres échéances. En réalité, il n'y a pas de challenger à cette élection. Tout à fait. Mon voisin de droite peut se reposer tranquillement. Il n'y a rien. C'était ça le piège. C'est justement ça le piège. Parce qu'en fait, nous, on comprend très bien cela. C'est-à-dire que ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est de tenter d'endormir le RDPC. Tout ce qui est là, c'est soit dénigrer, soit le tenter d'endormir. Nous, on connaît ces stratégies-là, mais nous pouvons être clairs que depuis, pour comprendre le plus grand sérieux, généralement, dans les précédentes élections, c'était un peu quelques semaines avant qu'on mettait la circulaire de campagne en place. Mais depuis le 16 juillet, le président national a mis en place la circulaire de campagne, donc la coordination générale de campagne et tout ce qui va avec. Et c'est en train de se suivre. Parce qu'aujourd'hui, l'élection, on ne peut pas dire que cette élection, non, il n'y a rien en face, ainsi de suite. En fait, même cela, je suis même persuadé que l'opposition a dû voir celui qui a commis cet article pour dire il faut essayer de les endormir pour que nous, on essaye de voir comment on peut... Je suis en train de vous dire que... Je suis en train de... Je suis en train de parler avec des preuves, avec des faits. Idéologiquement, qu'est-ce que chacun des 11 candidats propose face au libéralisme communautaire? Non, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Parce qu'en réalité... On vous dit ne propose rien. Non, je ne peux pas être péremptoire, Jacques. Je ne peux pas être péremptoire à ce niveau. Il y a des gens que j'ai eu l'occasion de suivre quand même. Bon, il y en a qui sont connus, il y a également ceux qui n'étaient pas connus jusque-là. Le candidat Caxon, par exemple. Si vous l'écoutez, vous avez l'impression que ça peut être le portrait robot de quelqu'un qui peut diriger un jour le Cameroun, même si ce n'est pas en 2025. Parce que je me permets de vous interrompre. Pourquoi? Parce qu'il est présenté par quel parti? Le PAL, n'est-ce pas? Oui. Le PAL est membre du conseil municipal de Mona-Télé. Oui. Vous savez ce que le président du PAL passe le temps à faire? C'est critiquer seulement l'ancien président d'un parti qui a été recalé. C'est-à-dire qu'il ne propose rien aux habitants de Mona-Télé sur le programme politique du PAL. Il est candidat du PAL. Ça ne veut pas dire qu'il est le candidat du président du PAL. Il n'est pas le candidat du président du PAL, mais il est le candidat du parti politique du PAL. Donc, c'est le PAL qui l'a investi. Oui. C'est le PAL qui l'a investi. Mais ce n'est pas le président. Il y a une différence. Parce que la voix du président ne peut pas lui être imputée. Ce que le président dit ne peut pas être pris en compte. Oui, parce que le parti n'est pas que le président. Ne l'oublions pas. Alors, quand j'ai écouté ce monsieur, il a des arguments. Quand j'écoute Akerim Mouna, il a des arguments. Quand j'écoute Cabral... Les arguments d'Akerim Mouna, c'est 800 milliards. Il a des arguments. De corruption. Parce que c'est là où je peux peut-être rejoindre Simon. Quand vous voyez Bello, qui aujourd'hui après le SDF, a une assise nationale, c'est un candidat sérieux à prendre vraiment au sérieux. Et ce qui peut lui manquer, c'est la mobilisation à tous les niveaux. Mais c'est un candidat sérieux. Bello est un candidat sérieux. Et son programme politique, c'est ramener le corps d'Aïdjo. Raison de plus pour qu'on il ne propose rien. Avant de ramener la députée d'Aïdjo, il ne propose rien. On ne peut pas dire... Face au libéralisme communautaire, Bello ne propose rien. Je voudrais vous répondre, s'il vous plaît. Chaque candidat ou chaque parti politique a quand même un projet de société, non? C'est lequel? Comment c'est lequel? Je suis communicant. Je cherche à savoir comment je fais pour positionner un concurrent. Oui, mais chacun Cabral a écrit. Il a sa vision dans son livre. Oui, allez voir la vision de Cabral. Qu'est-ce qu'il dit du CFA? Rien. Il n'y a pas que le CFA. Je vous dis que il n'y a pas que le CFA. Je ne pense pas que le CFA soit le problème du Cameroun actuellement. Ah, quel est le problème du Cameroun? Vous savez quel est le problème du Cameroun? Actuellement, n'est pas un problème du Cameroun. Permettez, je vous prends 30 secondes. J'ai vécu en Chine. Lorsqu'on veut faire un projet comme une autoroute ou bien on évalue le prix du mètre carré du terrain à la durée de vie du projet, à la fin de vie du projet. C'est-à-dire que si c'est un projet de 50 ans, on fait une projection. Voilà à quel montant sera le mètre carré. C'est à ce montant-là qu'on indemnise les populations. Vous voyez donc les paysans chinois devenir riches subitement et ils se mettent à acheter les voitures, ceux qui n'avaient pas de maison construisent au-delà. Vous savez pourquoi? Parce que la Chine produit les matériaux de construction, produit les voitures, produit tout.
Et donc, grâce à ils commencent à faire donc, du tourisme intérieur. Vous savez pourquoi ils parviennent à le faire? Parce qu'ils ont la planche à billets, ils peuvent tourner leur yuan. Mais nous, on indemnise les populations et tout l'argent part à l'étranger parce que quand on vous paye vos frais d'indemnité ici, la première chose que vous faites, vous achetez les tôles, on ne fabrique pas. Achetez le téléviseur, ce n'est pas nous qui fabriquons. La moto, la voiture. Le CFA est un problème. Non, ce n'est pas encore un problème pour la société. On s'est attendu à ce que l'opposition parle quand même d'une même voix face à cette sortie de François Soudan. Ils ne vont rien dire. Mais on est surpris qu'il y a des avis divergents. Ils ne vont rien dire. Vous entendez ce qu'ils disent? Vous pensez qu'on répond à tout? Même le silence est une réponse. Bien sûr. Même le silence, c'est une réponse. Pour le moment, l'opposition est silencieuse. Ou bien peut-être on attend. L'opposition ne court pas toujours. Vous comprenez? C'est pas parce que François Soudan, c'est parce qu'il a piqué que, n'est-ce pas, on a de façon impulsive. Non, on ne répond pas. Pas moi, bien sûr. Hein. Je n'ai pas de, n'est-ce pas, une vue. C'est une vue personnelle de la chose. On n'est pas obligé, n'est-ce pas, de répondre au pic, n'est-ce pas, à cette interpellation. Non, c'est pas M. François. Non, je pense que le président actuel du MRC a apporté quand même une réponse à François Soudan. Mais qui représente dans l'opposition? Le MRC n'est pas candidat. Le MRC n'est pas candidat. On parle des 11 candidats qui étaient à... Le président du MRC peut bien répondre, mais on attendait voir les 11. Non, mais je vous ai dit qu'ils ont compris que Soudan leur a donné l'occasion d'ouvrir l'oreille et l'œil. Je voudrais dire une chose. S'ils n'avaient rien compris de cela. Je voudrais dire une chose. Les uns et les autres croient que... parce que quand ils écrivent, ils pensent pouvoir imposer au Cameroun ce qu'ils veulent que le Cameroun soit. Mais c'est ça. Or, ils ne peuvent pas le faire. Celui dont la vie compte le plus, c'est le peuple. S'il choisit aujourd'hui, parce que les uns et les autres croient que c'est un problème de candidature, que peut-être parce que la candidature, il n'y a pas d'ici. Non, il y a eu des coalitions ici qui n'ont pas marché. Mais ici, c'est la volonté du peuple. Qu'est-ce que chacun propose? Ils ont des propositions. Vous savez qu'en 2018, il y avait 2 propositions tranchées sur la forme de l'État. Vous le savez bien. Le SDF pense à un État fédéraliste. 4%. Le RDPC pense à un État unitaire décentralisé. Plus 70%. Le peuple a tranché. Mais ça ne veut pas dire. Et quand vous regardez au grand dialogue national, la République a tenu compte que, même si c'est 4%, on ne peut pas faire comme si on les jetait en brousse. On a créé des régions à statut spéciaux. Très bien. Ça veut dire en clair que l'opposition camerounaise ne peut pas être bête. Maintenant, elle participe. Elle accompagne. Soit à affiner la gestion des gouvernants, soit alors à comprendre, à conforter les gouvernants dans leur logique. C'est pour cela que chaque 7 ans, il y a une période, chaque 7 ans ou chaque 5 ans, on va toujours redemander à nouveau l'avis du peuple souverain pour continuer. Et le libéralisme communautaire, lui-même s'adapte. Moi, je suis surpris que la presse camerounaise se soit liguée contre François Soudan, alors que localement, nous avons des publications qui passent le temps à tirer sur les autorités. Personne ne se soulève. Pourquoi, quand ça vient de François Soudan, François, il est prêt à couper sa tête et il est prêt à dire que c'est le RDPC qui fait, mais quand c'est localement, ce n'est pas la même chose. C'est le mythe du blanc, il n'est pas fini. On se dit, quand ça vient d'ailleurs, c'est bon. Une session de plein droit du Conseil électoral s'est tenue cette semaine. On annonce entre autres la prochaine rencontre entre les acteurs du processus électoral, à savoir les CAM, les partis politiques, la presse, les acteurs de la société civile, l'agent du gouvernement dans ce processus et bien d'autres entités. Partageons cet extrait des discours du président du Conseil électoral, Dr Eno Abrams Egbe. En étendant nos activités de supervision, de contrôle au-delà de nos frontières nationales, nous réaffirmons avec force le caractère inclusif du processus électoral, tout en veillant à ce que chaque Camerounais où qu'il réside se sente pleinement impliqué dans le scrutin, dans le destin de notre nation à travers l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, dont les enjeux ne sont plus à rappeler.
Comme je l'ai annoncé lors des précédentes allocutions, nous envisageons dans les prochaines semaines d'organiser la 8e concertation nationale avec l'ensemble des autres acteurs du processus électoral. Le thème retenu pour cette édition est, je cite, « Présidentielle 2025, dialogue inclusif pour une participation citoyenne, une élection transparente et apaisée ». Fin de citation. Aussi, la présente session sera-t-elle également consacrée, entre autres priorités, à la préparation et à l'organisation de cette consultation nationale en prélude à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Ce forum, fidèle à la tradition, constitue, s'il en est encore besoin, un espace de dialogue inclusif et constructif avec les partis politiques, la société civile, les médias, les autorités religieuses, traditionnelles et administratives, afin de renforcer la confiance, la transparence et la participation citoyenne. Nous amorçons la dernière partie de cette édition de Scène de presse du 31 août 2025. Un guide de pratique d'accompagnement juridique de la veuve est en circulation. Il s'agit d'un document de près de 54 pages rédigé en 60 articles par des experts venus du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, du ministère de la Justice et de bien d'autres partenaires sociaux. Un guide édifiant qui permet de répondre aux questions pratiques. Qui sont véritablement les veuves? Quels sont leurs droits? Qu'est-ce que le jugement d'hérédité? Où se fait ce jugement? Qui peut introduire la requête au fin de ce jugement? Alors, avec la mise en circulation de ce document, je pose la question à Maître, qui suit particulièrement l'utilisation de ces guides, parce qu'il y a des cas pratiques. Dans la presse, on a lu, vous parliez tout à l'heure de vos prouesses. Je crois que là, il faut parler de prouesses, des cas pratiques que vous avez pu régler. Est-ce qu'on va dire que la mise en circulation de ce document a cessé de faire pleurer la veuve? Alors, merci, Monsieur Séverin. Je voudrais, n'est-ce pas, ici, mettre l'emphase sur la forte, n'est-ce pas, les réalités factuelles relatives à la violence que subissent les veuves au Cameroun. C'est déjà fort de cela que le ministère de la Femme, de la Promotion de la Femme et de la Famille, en partenariat avec les instances, les partenaires onusiens, ont dû mettre, n'est-ce pas, ont dû adopter, écrire et valider cet instrument, ce manuel. Le cadre, je voudrais dire, votre question, est-ce que la veuve a cessé de pleurer? Dans nos missions, vu la perpétuation des violences à l'endroit des veuves, dans la réponse, il y a un élément très important qu'on appelle les sensibilisations. Il y a des éléments importants dans le cadre de la promotion des droits, sensibilisation, vulgarisation des instruments juridiques. Et du coup, ce manuel produit par le ministère de la Femme est un instrument fort, est un outil fort, n'est-ce pas, pour servir de vulgarisation des instruments, des procédures, des droits, n'est-ce pas, relatifs à la protection de la veuve. Maître, vous rapportiez un cas, des cas de, oui, la veuve au Cameroun, il y a beaucoup de pensions, de réversion détournée. Vous avez pu débloquer cela. On voudrait partager ça avec vous. Peut-être ça peut nous amener à poser d'autres questions. Oui, vous savez, le premier panel, j'aurais bien voulu participer à ce panel, pas puisque l'encadreur de la CNPS, il était là. Il était là, mais parce que quand on parle de pension-réversion, de pension de survivants, ça s'appelle le privé, la CNPS. Maintenant, les pensions, réversion, ça s'appelle, je voudrais dire pension, retraite et pension de survivants, privé et public. Les cas de pension, réversion au Cameroun, n'est-ce pas, ce but a beaucoup d'obstacles. Pourquoi? D'abord, commençons à la base. Avant de convoler en juste noces, avant que les couples se mettent ensemble, il y a beaucoup de règles que les conjoints, surtout l'homme, le mari, n'est-ce pas, méprise ou ignore. C'était première cause des violences faites aux veuves, l'ignorance des règles procédurales, des règles de droit relatives à matière matrimoniale. Avant de convoler en juste noces, monsieur, avant d'épouser une femme, vous avez un premier lien conjugal, régime monogamique. Donc le régime monogamique, n'est-ce pas, vous interdit de principe comme de fin, à convoler à un second mariage.
Mais aujourd'hui, les femmes sont victimes de certaines formes de bigamie, c'est-à-dire qu'un homme ou le mari a un premier, n'est-ce pas, lien avec une première femme sur régime monogamique, mais il ose convoler encore un deuxième. Oui, parce que les femmes sont têtues. Les femmes profitent de la monogamie pour causer des torts au mari. Signez donc polygamie pour prendre vos épouses. La polygamie est autorisée au Cameroun. Mais quand vous avez signé, quand vous avez pris régime monogamique, vous êtes, n'est-ce pas, c'est interdit de convoler un second mariage. Maître, allons-y aux veuves. Parlons des veuves. Oui, celle qui entre, n'est-ce pas, le deuxième mariage, au décès du mari. C'est ce problème-là. Deuxième mariage, deuxième femme, le mari décède. Je suis entré dans un mariage monogamique, je suis deuxième femme. Pourtant, le mari avait déjà une première femme monogamique. La loi dit que, pour moi, la deuxième femme, je n'ai droit à rien en cas de décès du mari. C'est ce que cette veuve, elle se bute à cela. Le mari est décédé. Mais c'est la loi. Mais c'est la loi. Et mais c'est la CMPS. Mais c'est la loi. Et puis, il faudrait donc qu'on puisse voir cela à la source. C'est des problèmes transversaux. La CMPS a refusé de payer la pension réversion de cette femme-là parce qu'elle venait en deuxième position. Pourtant, la première avait même quitté le mariage, mais elle a quitté le mariage depuis 20 ans. Et le mari n'a pas dissous le mariage, ni par un divorce, n'est pas, octroyant naturellement un document légal, un jugement de divorce. Parce que dès qu'il y a une production d'une décision de justice comportant un divorce, n'est-ce pas, cela vient carrément, n'est-ce pas, rétablir la seconde épouse dans le droit. Donc c'est ce qui s'est passé, que ce cas de pension-réversion, la dame n'a pas pu être payée par la CMPS. Pourquoi? Parce qu'elle est venue entrer dans un mariage où le premier couple avait signé un régime monogamique. Alors finalement, Simon, François, Jacques, est-ce que les problèmes de la veuve au Cameroun ne sont pas liés au fait que notre société, après tout, reste patriarcale? Moi, je pense que c'est le plus gros problème. Bon, moi, je pense que je ne vais pas entrer dans les histoires de bigamie, parce qu'en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. C'est l'une des causes. Mais en J'en ai 10 causes. Mais en réalité, ici, c'est plus le patriarcat. C'est-à-dire que la femme est plus confrontée, la veuve est plus confrontée aux problèmes liés à la famille de son défunt mari. Parce que suivant certaines traditions, les biens d'un homme doivent revenir beaucoup plus à sa famille. Et donc parfois, on ne met plus même parfois de la loi. C'est-à-dire que lorsque vous signez lorsque vous contractez un mariage à régime monogamique, bien commun, les biens de l'homme sont également les biens de la femme. Mais sur le plan traditionnel, ils voient ça autrement. Et donc, la veuve est plus confrontée à ces problèmes, aux problèmes traditionnels qu'à toute autre chose. Et donc, parce que par rapport à ce que ma maître disait tout à l'heure, la loi, c'est la loi, elle est due, mais c'est la loi. Et c'est la loi qui civilise la société. Oui, mais c'est les hommes qui font la loi. Oui, mais c'est les hommes qui doivent défaire la loi. On ne va pas défaire la loi. On va pas défaire la loi pour tomber dans l'anarchie. Dans la mesure où, merci. L'anarchie causée par qui? Les hommes. Non, et même par la femme également. Les hommes causent l'anarchie. Vous ne pouvez pas. Premier mariage monogamique, deuxième mariage, troisième mariage. Il y a une autorité qui est décédée. Vous ne pouvez pas décider. Excusez-moi s'il vous plaît. À sa mort, quand l'autorité est décédée, une autorité, n'est-ce pas, municipale, je veux dire locale, quand il est décédé, premier mariage, il avait convolé les Stonos, premier mariage, c'était sous régime monogamique, mais après il a eu 9 femmes. Vous voyez, il avait bâti toute une forteresse, des biens qu'il avait, n'est-ce pas, offerts à ses femmes, mais pas au nom de ses femmes. Et il a construit des maisons où habitaient ses concubines, je les appelle les concubines. Il a mis ses biens à son nom, lui le mari, décédé, et à son décès. Et c'est revenu à la première femme. Tous ces biens, c'était ici au tribunal de grande instance, c'était spectaculaire. Tous ces biens ont été récupérés à ces 9 femmes. On a ramené tous ces biens dans le patrimoine conjugal du premier mariage. Et les femmes qui ont pu avoir quelque chose, c'est celles qui ont eu, n'est-ce pas, un enfant, des progénitures. Mais en tant que veuve, elle ne pouvait pas se prétendre être veuve. Mais à qui la faute? Mais à qui la faute? À la loi, la veuve, elle a la faute aussi. Parce que c'est des violences systémiques. Le mariage n'est pas quelque chose. Le mariage ça va au-delà même d'un simple acte.
c'est quelque chose de sacré. Et donc, on ne peut pas, avec une telle légèreté. Vous avez parlé de patriarcal. Non, attendez. Je ne suis pas encore docteur. Donc, ça vient. De dire qu'en réalité, vous voyez, quand vous voulez vous mettre ensemble avec quelqu'un ou quelqu'une, il y a quand même une enquête préalable que vous faites. Vous n'allez pas me dire que ces femmes-là n'ont pas eu des informations sur lesquelles ce monsieur s'était amarré une fois. Mais elles ont continué. Et donc la loi ne peut pas faire autrement. Sinon, nous ne sommes plus dans un état. Il faut qu'on se dise des vérités. Aujourd'hui, cette histoire de bigamie a forcément 2 responsables. Et davantage même la femme. Parce que la femme ici, la femme ici, vous entendez ce qu'il dit. Non, mais parce que ce qu'il dit, moi je voudrais, ce plateau, je suis venu passer un message au BUNEC, aux communes. Il est temps de digitaliser le système d'état civil. Que moi-même, je veux me marier, je tape là. Monsieur tel là, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a un premier mariage? À travers mon smartphone, je puisse avoir toutes les informations sur l'état civil. Encore qu'il faudra savoir lire. Mais il y a, la publication de banque, mais truc quand même. Non, il y a la publication de banque, mais on demande qu'il y ait l'informatisation du fichier d'état civil. C'est ce qu'on demande depuis. Et que les communes travaillent en réseau. Donc, du coup, quand un homme, M. Séverin se marie, premier mariage, monogamie, c'est dans le système d'état civil. Si M. Séverin se déplace et va dans une autre région pour vouloir, comme vouloir un juste noces, l'officier d'état civil de cette localité doit, il rejette tout ça dans sa machine, dit, monsieur, vous êtes en infraction de bigamie, je ne signe pas cet acte de mariage. Ça vient donc protéger cette femme, cette pauvre fille ignorante. Ça fait l'ignorance, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que... Bien sûr, nul n'est censé ignorer la loi. Et depuis la mise en circulation du guide, est-ce qu'on a avancé? Parce qu'il y a une phase de sensibilisation. C'est ça. Il y a une phase de sensibilisation. La journée de la veuve est passée en mai. Il y a une véritable phase de sensibilisation. Ce n'est pas seulement à nous. Et je demande encore chaque jour à la CRTV de nous donner des plateformes de vulgarisation du droit. Vous l'avez? Oui. Maître. Non. Maître, quand on parle de sensibilisation... je vous remercie. Maître, quand on parle de sensibilisation... Il y a d'autres plateformes que la CRTV offre avec Becky, avec Madame Fidèle, avec Madame Nana. Maître. À la CRTV Radio, il y a beaucoup de plateformes. Oui, maître, quand on parle de sensibilisation ici, je pense qu'on ne devrait pas seulement voir la question sur les médias de masse. Qu'est-ce que le ministère, qui est votre partenaire, vous qui représentez une ONG, a fait pour que, au niveau des arrondissements, des villages, que les ONG, combien d'ONG ont été mobilisées, contractualisées pour sensibiliser les populations? Comment est-ce qu'on fait pour traduire ce guide en langue locale, en pidgin, en ewondo ou en Fulfulde? C'est ce qui a été fait par le ministère de la Famille, en impliquant les leaders traditionnels. Vous avez traduit le manuel? Dans la chaîne de lutte. Il y a les radios communautaires. Oui, vous avez traduit? Écoutez, vous avez traduit. Ça vous pose la question, vous posez au mini-prof. Mais vous êtes membre de cette plateforme. Très bien. Je parle en tant que maître Wami Batan, présidente de la PDDH, coordonnatrice de l'Observatoire et partenaire du MINPROF. Et ce que je sais du MINPROF, c'est qu'un gros travail est abattu par le ministère de la Femme et de la Famille. Déjà au travers des 10 régions, 10 délégations régionales, les délégations départementales, les délégations d'arrondissement, les centres de promotion de la femme et de la famille. Ce sont des plateformes, des structures déconcentrées, n'est-ce pas, mises en place par le MIPROF pour accompagner la femme en général, la veuve en particulier. Monsieur Séverin, sur ce plateau, il a fait part d'un problème constant, n'est-ce pas, que vivent les veuves, les problèmes d'accaparement des biens. Le mari décède, exclusion de la femme au domicile conjugal, au mépris de la loi. Le Cameroun, quand même, malgré ce que nous réclamons, n'est-ce pas, l'adoption des instruments juridiques vous spécifiques. Vous ne voulez pas sortir le mot, vous réclamez le changement? Non, ce n'est pas le changement. Non. Nous réclamons, n'est-ce pas, notre loi à nous, c'est-à-dire qu'un instrument cadre relatif typiquement à la femme, comme c'est le cas de l'enfant. Sur le plan international, il y a des instruments juridiques que le Cameroun a ratifiés. Et on fait comment pour les mettre en œuvre? Et on fait comment pour que les femmes s'en approprient? On fait comment? Déjà, il faut sensibiliser d'abord les hommes que l'article 77 de l'ordonnance du 27 juin 1981 dispose que la veuve a la liberté de se remarier à qui elle veut.
Pas de droit. On ne doit pas lui imposer un mari. Le lévira. Voilà le problème de veuve au Cameroun. Son mari meurt, le grand frère du mari dit aujourd'hui, viens, je te mets chez moi parce que tu es la femme de mon peuple. Est-ce que c'est comme ça? Le problème vient souvent, maître, le problème vient souvent de ce que la veuve se remarie et étant dans le deuxième foyer, elle vient revendiquer dans le premier foyer. La loi est claire. Article 20 du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à la protection de la femme, qui est un instrument africain, le protocole de Maputo. C'est un instrument fort. Traduit dans combien de langues? Que le Cameroun a ratifié. Même en France, il y a les francophones d'abord des maîtrises par leurs droits. Il y a des femmes francophones. Ma mère a été veuve pendant 22 ans. Elle n'a jamais vu quelqu'un du Mimprof. Laissez-moi vous dire, monsieur. Ma tante vient d'être veuve là. Il y a qui au Mimprof qui vient les sensibiliser? Attendez, vous passez votre temps dans les plateaux, dans les ateliers. Je vous pose la question, comment on fait pour traduire? Comment on fait pour que les femmes s'approprient de ce manuel? J'ai fait 28 km Bafianga Betikar sur une moto. Pour aller sensibiliser les communautés autochtones. Moi, Maître Wabi, je travaille rien qu'avec les communautés des zones très reculées, les communautés autochtones de Baka et autres, mais Madame, les communautés vous abordez un aspect qui est très délicat, justement le remariage de la veuve. Le remariage de la veuve. Parce que, et vous comprenez donc, c'est pour ça que... c'est son droit. Attendez, je suis d'accord. C'est son droit. Je suis d'accord avec vous. Droit au remariage. Vous allez vous rendre compte d'une chose, et c'est là où justement le problème naît. C'est pour ça qu'on adapte des protocoles au contexte national. Dans la mesure où, suivant les liens du mariage et suivant les lois qui encadrent le mariage, dans un régime monogamique, les biens de l'homme sont les biens de la femme. Oui. Très bien. Et la veuve reste, elle se met à reprendre ses biens pour aller reconstruire un autre mariage. Attendez. Nous sommes dans la pratique. Attendez. Régime monogamique. Très bien. Bien commun. Bien sûr, je suis en train. Bon, si c'est bien séparé. Non, bien commun. Même en bien commun. Nous sommes en train de dire, je prends dans un cas de figure. Non, bien commun, attendez. En cas de décès, on liquide le régime matrimonial, on partage les biens. Attendez, la loi dit que la femme a droit à la moitié. Attendez, elle a droit à la moitié. Attendez, je prends un cas de figure. J'ai droit à ma moitié, j'ai droit de faire ça le foncier, je prends au cas de figure le foncier. Encore que les femmes n'ont pas accès à la terre au Cameroun. Vous êtes dans un village et le défunt mari avait un titre foncier dans son village. Oui. Ça veut dire que c'est un bien foncier reconnu et donc de ce fait est le bien de la femme également. Tout à fait. Maintenant, la femme va se remarier. Ces terres, bien que ce soit des terres privées, sont reconnues sur le plan ancestral comme étant les terres d'une certaine coutume. Alors, comment est-ce que ça va se passer dans ce cas? Et c'est pour cela que justement, ce problème ne doit pas être seulement pris sur le prisme juridique. Sinon, ça va trouver, donc des résistances farouches. Et donc, il faut, et c'est là où, dans ce cas, nous accompagnons le ministère de la promotion de la famille qui va appeler d'où dans la sensibilisation. Moi, j'ai vu, ils font des cases communautaires, ainsi de suite, sensibilisation, parce qu'il n'y a pas que les droits. Il faut se dire une chose, il y a des devoirs. Il y a des devoirs qui doivent être accompagnés. Parce qu'on a souvent l'habitude de revendiquer les droits, mais parfois minorer les devoirs. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Non, j'ai parlé d'une violence systémique. C'est-à-dire quoi? Aussi, au rang de ces violences, il y a cette cohabitation incestueuse entre le droit moderne et la coutume. Au décès du mari, dans nos coutumes, la loi dit que la veuve, la coutume dit que la veuve n'a pas droit à l'héritage. Mais dans certaines localités, j'étais dans certaines localités à Bamenda. Dans certaines localités, pas dans toutes les localités? Oui, j'ai donc dit que les femmes, c'est parce que vous êtes ignorantes de vos droits. Voilà. La loi est claire. Vous êtes mariés légalement avec un acte de mariage, régime monogamique, régime bien commun, n'est-ce pas? Au décès, on liquide la communauté. C'est-à-dire on les fond dans une masse et on divise en deux. L'ordonnance de 81 dit la veuve a droit à la moitié des biens. L'autre moitié appartient à qui? Aux enfants. Si elle a les enfants. Mais nous voyons aujourd'hui, la femme ne connaît pas ses droits, elle se laisse, on prend la maison, et la loi dit même qu'elle a le droit de garder le domicile conjugal. Que faites-vous donc pour que ces femmes aient accès à cette information? Mais oui, c'est parce que vous n'êtes pas au courant de ce que je fais. Quelles sont les limites à la... On va sortir. Allez sur nos pages LinkedIn. Allons-y rapidement parce qu'on va sortir. Ce n'est pas un débat exclusif. Je vous donne ma carte, vous allez voir ce que nous faisons. Oui. Moi, je réponds plutôt à la question première, d'origine.
ces violences qui sont faites aujourd'hui aux veuves ne sont pas seulement dues du fait du second, troisième, quatrième mariage. Oui. Il y a aussi des femmes dans la monogamie qui subissent ces violences-là. Et cette violence, comme Maître le dit, elles sont systémiques. Regardez le parcours d'une veuve pour avoir sa pension de réversion. C'est inimaginable. Il n'y a pas d'accompagnement. Lorsque vous voyez les documents qu'on demande à la veuve, qui parfois n'est pas fonctionnaire, qui ne connaît rien des rouages de la fonction publique, on demande à quelqu'un les mêmes pièces qui sont produites dans le même département ministériel, alors qu'on peut les prendre ou bien les mettre en réseau dans les services qui traitent de ces dossiers-là. Mais vous allez voir une veuve, peut-être qui était à Ebolo, dont le mari travaillait à Ebolova ou bien en Gaoundé, être obligé de descendre à Yaoundé pour suivre un dossier de pension de réversion. Là, c'est une violence et elle est régulière. Alors, Maître, on finit avec vous. Quelles sont les limites à la vulgarisation de ces guides? Parce que ce qu'on veut à la fin, c'est les résultats que ça peut produire. Vous avez commencé à en engranger, mais est-ce qu'il y a sur le terrain des limites à la vulgarisation, à l'appropriation de ce manuel? Bien sûr. Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose d'important. Il n'est pas président. Hein. Non, il est président d'une association. Voilà. Il est patron de presse. Vous voyez, il a soulevé un problème très important et c'est ce que, malheureusement, le 8 mars, qui est cette journée, nous sommes essorés, épuisés parce que nous réunissons les femmes à chaque journée pour les éduquer, les sensibiliser sur le comment, l'importance de la conservation des documents, des pièces, n'est-ce pas, matrimoniaux, des pièces du patrimoine conjugal. Parce que l'acte de mariage, beaucoup de femmes ne savent même pas où ça se trouve. L'acte de leurs enfants, ils ne savent pas. Beaucoup, même le titre foncier au décès du mari, elles se mettent à pleurer. On leur dit, women, stop crying, start thinking. Votre mari, vous êtes marié, women. Au décès du mari, la constitution des dossiers est énorme. Il y a au moins 16 pièces. Oui. Ah oui, s'il n'y a pas d'acte de mariage, votre copie d'acte, vous êtes foutu. S'il n'y a pas d'acte des enfants, à la vulgarisation. Et cette limite, effectivement, la vulgarisation, la première limite, les problèmes d'ordre financier. Ah oui, je dois aller au fin fond de Djibisson pour vulgariser. Même en Colbisson, même. Djibisson, Colbisson, au fin fond de chez nous à Bazou. Comment je fais? Donc, je fais la limite de mes moyens. Quand je tends la main aux partenaires onusiens, ils m'imposent leur ligne. Ils disent que non, ça c'est pas, les veuves, c'est pas important. Il faut plutôt défendre les quoi sociaux. Minorités? Non, pas les minorités. Ils ont leur ligne. Par exemple, ils mettent l'accent. Voilà. Donc, moi, j'ai les problèmes relatifs à la femme. Leur accompagnement judiciaire. Parce que je tiens la femme. Mais il n'y a pas que l'ONU, l'État du Cameroun. Mais vous avez vu le budget du MINPROF? Voilà. Le plus petit budget du monde. Vous devez donc contacter les 11 candidats là pour que chacun propose ce qu'il peut faire pour le MINPROF. Mais c'est ce que j'ai dit ici sur le plateau la dernière fois, que les femmes doivent aujourd'hui, c'est un contrat social le vote désormais. Pour que je te donne ma voix, tu me proposes quoi? Madame. J'étais au fin fond de Souza. Vous n'avez pas à voir les autres candidats. Vous n'avez pas à voir les autres candidats parce que quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que pour le cas du RDPC, je pense à les femmes au Parlement, c'est 38%. Donc en réalité, s'il y a un programme politique qui offre un meilleur avenir à la femme et à aux jeunes. Il faut attendre le 27. Il faut attendre le 27 septembre pour commencer la campagne. J'étais en train de vous dire que j'étais au fin fond. J'ai fait un tour au sein des entreprises, n'est-ce pas, agro-industrielles, où on a fait une collecte de données. Plus de 35 000 femmes qui travaillent sans sécurité sociale, 20 ans après, peuvent-elles bénéficier d'une simple pension? Non. Nous arrivons un véritable problème. À la fin de cette édition. J'interpelle la CNPS. Nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup. Vous parlez de ce sujet avec beaucoup de passion, je comprends parfaitement. Merci à François, merci à Jacques, Simon, Maître qui est également avec nous. On n'oublie pas le conseiller technique à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui nous a assisté au premier tableau. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder les dimanches soirs. Bonne suite des programmes sur la CRTV.